Je viens de vous l'annoncer tantôt, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda figurent parmi les premières cibles des groupuscules armés qui sont appelés à la démobilisation, au désarmement et au rapatriement au même titre que leurs compères ougandais de l'ADF NALU. L'énumération ne s'arrête pas là car toutes les forces négatives présentes en RDC, qu'elles soient étrangères ou nationales, sont toutes logées à la même enseigne, c'est-à-dire obligées de déposer les armes. Par ailleurs, les coordonnateurs du comité de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba attendent beaucoup de l'issue des pourparlers de Kampala dans l'essence d'élever l'option définitive au terme de la défaite militaire du M23. François Mwamba Chisimbi, je vous prie de l'écouter. Accord cadre d'Addis Abeba pour parler de Kampala et toute l'actualité de l'heure passée au peigne fin par François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre. Pour le coordonnateur concernant Kampala, la balle est dans le camp de la communauté internationale et du médiateur ougandais Crispus Kionga. Le gouvernement, lui, a déjà neutralisé militairement le M23. Je pense qu'il ne faudrait pas que nous puissions ou nous éparpiller ou donner l'impression que nous-mêmes nous diluons cette grande victoire obtenue grâce à cette vision et au déploiement sur les 3 fronts que nous venons d'avoir. De ce point de vue-là, j'ai envie de dire mission accomplie. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne la RDC, nous n'avons plus rien d'autre à faire. Il a été entendu que, 1. le M23 devait renoncer et donc par conséquent déposer les armes. 2. nous allions constater, nous, la République démocratique du Congo. Et 3. on allait nous proposer une formule à partir de laquelle, si les gens souhaitaient qu'on acte par écrit et d'une manière solennelle que le M23 c'est fini, que la République démocratique du Congo a maintenant la pleine disposition de son territoire, je veux dire que ça, ce n'est pas une charge, ce n'est pas des questions qu'il faut, je veux dire, continuer à poser au gouvernement. Nous avons fini notre travail, le pays est à nous. Côté diplomatie, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a rédigé une lettre au médiateur ougandais dans laquelle il lui fait part de la disponibilité de sa délégation à revenir à Kampala pour conclure les pourparlers. Bonne gouvernance, nous en parlons avec le gouvernement Matata qui s'emploie à la relance de la Société des chemins de fer du Congo, SNCC, par le biais d'accélérer le processus d'acquisition de nouvelles locomotives en vue de booster l'économie nationale. Matata Pono vient de séjourner dans la province qu'il préfère. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny, disait Henri Morton Stanley. L'ayant compris et surtout l'ayant intégré dans sa gouvernance, l'exécutif national a levé l'option de relancer la Société nationale de chemin de fer du Congo, jadis fleuron de l'économie nationale. Pour le Premier ministre Matata Pognon, il va falloir accélérer le processus d'acquisition de locomotives et de voitures pour booster davantage l'économie dans cette partie du pays. À la SNCC, les anciens reconnaissent que c'est pour la première fois depuis des lustres qu'un gouvernement se penche tant sur le dossier SNCC. Bon, moi j'ai plusieurs années ici, comme je dis 38 ans. À toi, c'est pour la première fois que je vois un gouvernement qui s'implique dans le problème du chemin de fer. C'est pour la première fois. On a déjà fait des demandes, mais c'est la première fois que je vois un Premier ministre qui s'implique, qui s'intéresse, qui pose des questions. Un Premier ministre qui pose des questions de détail pour chercher à comprendre. Bon, un sentiment de fierté qu'on reconnaisse le chemin de fer comme un vecteur de développement. Parce qu'il y a très peu de routes. Le chemin de fer ici commence à Sagana, il va à Ilebo, Dilolo, Kindu Kalemi. Mais les routes s'arrêtent à Tanké. Partout là-bas, il n'y a pas de route. Et le chemin de fer apporte la vie. En visitant l'usine de traverse en béton, l'un des volets importants du projet de transport multimodal, le Premier ministre a, parlant de la relance de la SNCC, recommandé au personnel de la rigueur, de la prudence et de la patience. Matata Pognon a recouru à la métaphore. Lorsque un enfant était à l'agonie et qu'il reprend goût à la vie, il a tendance à se reconstituer
rapidement, alors que le médecin lui dit attention, il faut y aller petit à petit. Quelqu'un qui a été fracturé, quand on veut le remettre à courir, il prend ce qu'on appelle l'adaptation. Il commence à marcher avec le béquille petit à petit. Et s'il veut marcher vite, il se casse et il peut peut-être se casser définitivement. C'est la même chose pour la SNCC. Le chef de l'État a levé l'option de pouvoir rétablir la SNCC de manière durable. Mais il y a des étapes, il y a des exigences. Vous êtes en train de vivre la renaissance de la SNCC. Nous intervenons dans la vision du chef de l'État et nous intervenons aussi avec la détermination du gouvernement de voir la SNCC reprendre. Nous avons acheté, j'étais comme ministre des Finances, des locomotives avec de l'argent du Trésor public. Nous sommes en train d'acheter 6 locomotives avec de l'argent du Trésor public. Le personnel de la SNCC ne comprend pas. Si les syndicalistes ne comprennent pas ça et veulent tout avoir au même moment, ils bloquent la machine, mais quand on vous dit aujourd'hui que les trains commencent à arriver 2 fois par semaine, là où le train arrivait 1 fois 7 mois après, vous ne voyez pas la différence. La différence est là. Là où les trains passent, tous ces villages-là, les gens vivent parce qu'ils savent vendre, ils savent maintenant cultiver. Par cette visite dans les installations de la SNCC, le Premier ministre a bouclé la boucle de son séjour de 48 heures au Katanga. Autre chose, après avoir échangé avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale, la commission socio-culturelle, la ministre du Genre et les femmes du Nord et Sud Kivu ont échangé avec quelques ministres de Kinshasa. Finalité, solliciter leur implication pour la matérialisation des engagements pris par le chef de l'État en faveur des femmes le 23 novembre dernier devant le Congrès. Elles sont en mission de plaidoyer à Kinshasa dans le cadre d'un projet qui vise la promotion de la participation des femmes aux instances de prise de décision et au processus de consolidation de la paix. Ce jeudi matin, ces femmes venues des provinces du Nord et Sud Kivu ont échangé avec quelques membres du gouvernement. Une opportunité pour elles de solliciter l'implication personnelle de ces ministres dans leur démarche conformément aux engagements pris par le chef de l'État en faveur de la femme dans son discours du 23 octobre dernier devant le Congrès. Et c'est la présidente en exercice du REFAMP et ministre du Genre, Geneviève Vinagossi, qui les a conduits devant ces membres du gouvernement. Elles sont à Kinshasa pour un plaidoyer en faveur de l'accélération de la participation de la femme dans les instances de prise de décision et pour la participation effective de la femme dans la consolidation de la paix. Il y a des résolutions du Conseil de sécurité qui les recommandent. C'est vrai que les femmes sont les premières victimes des conflits armés, mais elles sont partie prenante à la solution. Du côté du gouvernement, on est prêt à accompagner ces femmes dans leur plaidoyer. Pendant leur séjour, ces femmes politiques et de la société civile vont également échanger avec les autres femmes de Kinshasa pour renforcer leurs liens d'amitié et de coopération. Cette rencontre est organisée à l'initiative du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires REFAMP RDC en collaboration avec le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Il faut noter aussi que ces femmes de l'Est sont venues de plusieurs associations, parmi lesquelles le Caucus des femmes congolaises pour la paix du Sud Kivu, la solidarité des femmes activistes pour la défense des droits de l'homme, le collectif des associations féminines pour le développement et la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Coopération internationale en matière d'infrastructures, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a accordé une audience aux responsables de la société Sino Hydro en vue de dégager les modalités de la réhabilitation de la nationale numéro 4 sur les tronçons Beni-Nyanya d'une part et de l'autre part nationale numéro 1 dans son axe Pont-Luango-Lovoa long de 64 km de l'autre part. 2 points ont été abordés au cours de cet échange entre le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kasweshi-Musoka, et les cadres de la société chinoise Sino Hydro. La réhabilitation de l'axe Nyanya-Beni sur la nationale numéro 4, ainsi que l'axe Pont-Louvois-Pont-Luangue sur la nationale numéro 1.
S'agissant des bourbiers qui rendent impraticable la RN4 sur le tronçon Nyanya-Béni, les directeurs de Sinohydro rassurent que des interventions urgentes y seront effectuées pour permettre une bonne circulation des personnes et de leurs biens, cette zone étant caractérisée par de fortes pluies avec un passage d'au moins 250 véhicules par jour. Pour Nyanya-Béni, nous avons déjà fait entretien de la route vers Nyanya à Mombasa. Seulement vers Ebolo à Nyanya, là-bas comme il pleut beaucoup, on a déjà traité des bourbiers plusieurs fois, mais chaque fois après la pluie, comme les chauffeurs ne respectent pas des règlements, ils continuent à rouler sous la pluie, donc la route se dégrade très rapide. Pour avoir une solution un peu durable, nous allons utiliser des explosifs et on doit avoir des pierres pour d'abord combler dans les bourbiers et après, quand la pluie sera moindre, nous pouvons traiter la route. Sinohydro s'est dit plutôt confiant à relever les défis du projet de réhabilitation de l'axe Loange-Louvois sur la nationale numéro 1, long de 63 km. Tout sera mis en œuvre pour respecter le délai imparti. Fridolin Kasweshe-Musoka a salué l'engagement de Sinohydro, qui a toujours été un partenaire non négligeable de la République démocratique du Congo dans le domaine des infrastructures. Restons dans ce volet infrastructure pour parler cette fois-ci du gouvernement provincial du Kasaï occidental et la société chinoise Grexet qui décide de faire autre ensemble en vue de désenclaver la province. Les deux parties ont signé le mercredi un protocole d'accord et convenu de leur apport dans les projets de construction des ponts, barrages électriques et routes. C'est le gouverneur de province Alex Kant de Mopompa pour le Kasaï occidental et le directeur général Li Shaoyu pour la société Grexet qui procèdent à la signature de ce protocole d'accord. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement provincial ainsi que ceux du cabinet du gouverneur de province. Ces protocoles de 24 articles au total couvrent une période de 10 ans. Il consiste essentiellement en la réalisation de divers ouvrages tels que les routes, les ponts, le barrage hydroélectrique sur les chutes Mbombo, ainsi que tous les autres petits ouvrages nécessitant des interventions. Le protocole d'accord est conclu pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa signature. Toutefois, sa reconduction devra faire l'objet d'un avenant dûment signé par les deux parties. Du financement du projet. Article 2. La société China Railway 70 Group Corporation Limited, Grexet, s'engage à concevoir, construire et ou réhabiliter, assurer les prestations dans les conditions qui seront fixées dans un ou plusieurs contrats dûment signés par les deux parties, sous le contrôle du gouvernement provincial, et dans les conditions prévues par le protocole d'accord, notamment le respect des pièces techniques et à financer l'ensemble des projets. En vue de manifester son soutien à la concrétisation du projet, le gouvernement provincial s'engage, entre autres, à verser mensuellement $100 000 américains à Grexet pendant l'exécution des travaux du pont sur Kasaï, ainsi que pour les routes. La signature de ces protocoles d'accord entre dans la droite ligne du désenclavement de la province en passant par ses frontières avec la province de Lunda Norte en Angola. On boucle ce volet infrastructure avec la pluie qui s'est abattue sur la capitale, pluie qui a endommagé une partie des travaux d'élargissement du boulevard Lumumba à hauteur du pont Banounou. Et comme on pouvait s'y attendre, bouchons et embouteillages étaient au rendez-vous. Nous sommes sur le boulevard Lumumba à hauteur de Banounou. Ici s'effectuent depuis quelques mois déjà les travaux de réhabilitation par l'Agence congolaise des grands travaux. Ce matin, après la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, il était pratiquement impossible de traverser le boulevard Lumumba à ce niveau. Voitures, jeeps, aucun véhicule n'y arrivait. Une situation qui inquiète la population et surtout les chauffeurs.
Les travaux se déroulent comme prévu, mais il avance à pas de tortue. Et surtout, avec le retour de la pluie qui occasionne déjà des embouteillages. Je trouve qu'il serait mieux qu'ils travaillent une bande après l'autre. Le fait de procéder à la réhabilitation des deux bandes à la fois est à la base de ces embouteillages. Pour ce faire, l'Agence congolaise des grands travaux réfléchit à des voies et moyens pour éviter ces genres de désagréments. Nous sommes à un point bas. Nous avons tout fait pour construire des évacuations, pour permettre à ce que la chaussée fonctionne normalement quand il y a des pluies. Malheureusement, comme nous sommes au point bas, les pluies qui viennent du lot 1, donc la partie qui vient de Limité, toutes ces pluies sont venues se déverser sur ce point bas. Et de l'autre côté, le fait que le remblai, nous n'avions pas encore totalement terminé à compacter tout le remblai, eh bien, quand il y a eu les premières circulations, c'était la formation de boue. Il faut tout de même dire que ces travaux sont salués par la population et doivent normalement prendre fin ce 30 novembre. Sécurité alimentaire, on en parle avec la table ronde sur les financements de l'agriculture qui se tient à Kinshasa, dénommée Business Meeting. Cette rencontre a pour thème secteur privé et organisation paysanne au centre du développement agricole. Le ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Développement durable ainsi que les partenaires du secteur cogitent ensemble au Grand Hôtel Kinshasa. Rabobank du Pays-Bas. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est durant 2 jours la capitale africaine de l'agriculture. Les experts membres de la COMESA et du NEPAD vont ensemble, avec leurs homologues congolais, dégager les pistes de solutions pour booster les domaines agricoles de la République démocratique du Congo. Ces assises, placées sous le signe de la révolution verte congolaise, se veulent un espace d'échange entre investisseurs et gouvernement congolais. Le Business Meeting est un marché où la République démocratique du Congo, à travers ses 11 provinces, offre aux investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, du secteur agricole. Le Business Meeting est l'aboutissement d'une volonté politique exprimée par les chefs d'État africains qui, conscients du rôle porteur de croissance du secteur agricole, ont mis en route le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. La présence des membres du gouvernement central et provincial et autres investisseurs congolais témoigne de l'importance qu'accordent ces derniers au secteur agricole. Ce n'est pas la première fois, surtout qu'aujourd'hui, nous avons la victoire, nous avons la sécurité. Et c'est ça le primordial, c'est ça la première condition pour aller vers l'agriculture, pour développer la province en particulier et notre République démocratique du Congo en général. Je commence aussi à remercier avant toute chose le chef de l'État et tout le gouvernement central pour l'initiative combien louable. Nous accordons, nous et l'Équateur, accordons alors une importance capitale à ces assises, simplement puisque c'est une occasion pour nous de nous mettre en contact avec des partenaires, avec des investisseurs, pour qu'ils viennent vers nous, à l'Équateur, pour, pourquoi pas, palper de doigt la réalité de la province. Ces travaux se clôturent ce vendredi avec plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, devant servir de feuille de route pour le relancement de ces secteurs en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple qui aime la joie. En référence au sommaire, le gouvernement du Bandundu décide donc de rompre avec les mauvaises conditions d'études. Il vient de mettre à la disposition de certaines écoles près de 1300 bancs en bois. Question de permettre aux élèves et écoliers d'étudier dans de bonnes conditions. Comprenez donc que même le secteur éducatif est en pleine modernisation. Plus de 1300 bons en bois d'ébène sur une barge au port des Sodefar à Kinshasa. Il s'agit d'une partie de la commande passée par le gouvernement provincial du Bandundu, dirigé par Jean Kamisendou, à cette société d'exploitation forestière qui devrait à terme livrer
plus de 10 000 bancs aux écoles du Bandundu. La plupart de nos écoles datent de l'époque coloniale. Les bancs, les infrastructures sont devenues vétustes. C'est pour cela que la province avait commandé ces bancs-là. Ce sont les bancs qui vont aller dans les districts de Kwilu et du Kwango. Ceux du district de Maïndombe sont allés par eau à partir de Nyoki parce que les bancs ont été fabriqués chez nous au Bandundu, à Nyoki. Il y en a qui sont allés vers Koutou et d'autres vers Inongo. Ceux-là vont aller à Kenge, vers Kenge et vers Kikwit Boulongo. En mission de service à Kinshasa, le ministre provincial du budget confirme que le gouvernement de Jean Kamisendou ira jusqu'au bout de cet engagement. Ça rentre dans le cadre d'un vaste programme du gouvernement pour équiper les institutions scolaires. Ce qui fait que là, nous avons déjà commandé, évidemment le gouverneur de province a déjà commandé 10 000 bancs pour équiper les écoles à travers la province. Ça, ce n'est qu'une livraison de quelques bancs. Donc, les quantités qui arrivent ici, c'est pour desservir le côté sud. Parce que c'est plus facile d'aller sur Kikwit, sur Kenge, à partir de Kinshasa, que d'envoyer ça à partir de Nyoki. Ce qui procède d'ailleurs de la vision du gouverneur du Bandundu. L'éducation en fait n'a pas de prix. Ce que nous aurons fait de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ce que nous attendrons, nous allons récolter demain. Donc l'éducation n'a pas de prix. Pour le gouverneur des provinces, il s'est dit, à l'horizon 2016, aucune école dans le Bandundu ne peut fonctionner sans banc. S'insérant dans les objectifs de la révolution de la modernité, Jean Kamisendou s'investit également dans la consolidation de la justice au Bandundu. 1 millier de sacs de ciment sont déjà en route pour Inongo afin de réfectionner le palais de justice dans le Maïndombe. Direction Équateur pour parler de 50 veuves de l'association des femmes vivant avec handicap qui vient de bénéficier d'un microcrédit remboursable et 45 jours après de la part de la coordination des associations des femmes vivant avec handicap et organisations féminines. C'est en vue de renforcer leurs activités génératrices des revenus. Pamassi Otenga pour la correspondance. Environ 50 veuves et autres femmes vivant avec handicap de l'association Lissungi ont bénéficié chacune d'un microcrédit leur remise par la coordination des associations et ONG féminines de l'Équateur, qui a offert une somme d'argent ici en partie à partir de leur propre cotisation et remboursable au terme de 45 jours. Pour Rita Bangane, coordinatrice des CAOFE, ces microcrédits permettront aux bénéficiaires de renforcer leur activité ordinaire génératrice de revenus susceptibles de soutenir leur foyer respectif. Prenons la parole pour souscrire le bien fondé de cette initiative. Madame Annie Wingola, veuve elle aussi, et présidente de l'association Lissungi, a plaidé l'intervention de partenaires et des autorités publiques pour le renforcement et la pérennisation de cette activité en vue de ramener aussi les veuves à vivre au même titre que tout le monde qui sont encore avec leur mari. Coup d'œil dans la presse Paris ce matin à travers les lignes. On commence avec la question du modérateur qui est la suivante. À traque de tous les groupes armés, quel est le statut des Bakatakatanga, les langues qui se délient par les sans les cités de certains dignitaires de la province qui seraient derrière cette histoire? Si cela est vrai, ce sont des gens qui doivent être traités comme des traîtres. C'est le moment pour les aventuriers d'arrêter leur projet suicidaire. L'exemple du 23 encore frais dans nos mémoires doit servir de leçon. Et puis, fermons cette page politique pour parler musique. Le guide annonce le lancement officiel de l'album Boîte Noire de Ferregola le 9 novembre prochain. Avant même qu'il ne soit lancé, il occupe déjà le hit parade du classement partiel. Il est suivi d'albums Madame Unaeva de Félix Oazeka et Panthéon de la Cléopâtre Mbili Abel. On parle sport à présent. La page sportive de cette édition du journal s'ouvre avec les Pefkines qui s'attellent à l'ouverture tout à l'heure de la journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. 4 matchs sont prévus dans 2 sites au stade des Martyrs de la Pentecôte, également au stade Tata Raphaël Unzakimwena joue contre New Bellor. JS Congo offre son hospitalité à Système et au stade des Martyrs de la Pentecôte, comme je venais de vous l'annoncer tantôt. Et l'IKEA s'oppose aux Adi. Enfin, Amazon
croise le fer avec Real de Kinshasa. L'INAFOOT derby en perspective à Kinshasa. Le Daring Club Motema Pembe reçoit avec club ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte. Saint-Éloi, Lupopo reçoit Mazembe au stade Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya à Lubumbashi. Chinkunku et Sangabalende s'affrontent dans les chocs de 2. Kassai au stade des jeunes des Kananga. Et puis nous allons prendre ce communiqué avant de boucler complètement cette édition du journal. Le commissaire divisionnaire Chaloué Chuang Raus et son épouse Madame Jeanne Jafari Raus remercient les frères et sœurs ainsi que la communauté des fils et filles de la province du Maniema, territoire de Kabambare, pour leur soutien, assistance morale et matérielle lors du deuil de la regrettée mère Machozi Madilo Marceline Mati. Une messe d'action de grâce suivie d'un rafraîchissement aura lieu ce samedi 9 novembre 2013 à 17h en la résidence familiale 6217 Joli Parc, quartier campagne cordiale. Bienvenue à tous. Fête à Kinshasa le 8 novembre 2013 pour la communauté Union des filles et fils de Kabambare et UFK. Marcel Nyumbaziaba, deuxième vice-président de la structure. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que se referme complètement cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur B1.